Il y a un proverbe africain qui dit « Si tu te baignes dans une rivière et qu'un fou te vole tes habits, ne cours pas après lui ». Certains disent que ça veut dire qu'il ne faut pas se rabaisser lorsqu'on nous provoque, qu'il faut savoir faire preuve de patience ou de grandeur ou qu'il faut éviter de réagir à chaud. Ok, mais ça reste un conseil quand même bizarre. Après tout, la chose la plus normale à faire si tu es nu dans une rivière et qu'un fou te vole tes habits, c'est de tout faire pour récupérer tes vêtements le plus rapidement possible. Donc le problème ne peut pas être ta réaction à toi. Le problème, c'est que les gens autour qui ne savent pas ce qui se passe vont te voir, toi, nu, courir derrière quelqu'un et te prendre toi pour le fou. Parce que très souvent, lorsqu'on regarde le comportement des autres, on se précipite à tirer des conclusions sur eux et à les juger sans même chercher à comprendre la situation. Parlons un peu psychologie. Cette semaine, on va parler de perception sociale, en particulier de l'erreur fondamentale d'attribution. C'est une erreur de jugement qu'on a tendance à faire lorsqu'on observe les autres. Pour commencer, la perception sociale, c'est le regard qu'on porte sur les autres et sur notre environnement. C'est le processus par lequel on apprend à connaître et à comprendre les autres et par lequel on forme une impression des gens qui sont autour de nous et une idée de notre environnement. J'observe comment quelqu'un se comporte, j'analyse en cherchant une explication à son comportement ou à son état. Pourquoi est-ce que la personne agit comme ça? Pourquoi est-ce que la personne est comme ça? Et en fonction de la réponse ou de ce qui me paraît être la cause du comportement, je vais dresser un portrait de sa personnalité, de ses traits de caractère ou alors de la situation. Et d'après le psychologue Fritz Heider, lorsqu'on essaye d'expliquer notre comportement ou celui des autres, on va chercher à faire une attribution, c'est-à-dire trouver une raison qui explique ou qui justifie les actions ou les agissements ou l'état de la personne concernée. Il y a deux types d'attributions que nous pouvons faire. L'attribution dispositionnelle, c'est-à-dire expliquer le comportement de l'autre en disant c'est lié à la personnalité de l'individu, à son caractère, à ses efforts ou à ses capacités. Tu agis comme ça parce que c'est qui tu es. Par exemple, il ne parle pas beaucoup parce qu'il est timide. Elle a de bonnes notes parce qu'elle est intelligente. Ou alors, on peut faire une attribution situationnelle et se dire que le comportement est causé par l'environnement ou par la situation dans laquelle la personne se trouve. Tu agis comme ça à cause du contexte dans lequel tu es. Par exemple, il ne parle pas beaucoup parce que son patron est assis à côté de lui. Elle a de bonnes notes parce que le cours est facile. Le problème, c'est qu'on a très souvent tendance à expliquer les actions des autres en les attribuant à leur personnalité. Et on utilise les attributions dispositionnelles, surtout quand c'est négatif. Lorsqu'on explique le comportement des autres, on exagère souvent ou on surestime les facteurs personnels et on néglige l'impact du contexte ou de la situation. Et au final, on commet l'erreur fondamentale d'attribution. Par exemple, si je vais dans une administration déposer un dossier, je dis bonjour à l'un des agents et la personne ne me répond pas, je vais facilement penser que la personne est impolie, qu'elle est irrespectueuse ou qu'elle manque de professionnalisme, plutôt que de me dire bon, peut-être que la personne est distraite, peut-être qu'elle est pressée, peut-être qu'elle est préoccupée. Donc, même si le comportement est causé par l'environnement, on va faire l'erreur de se dire que c'est la disposition, que c'est la nature même de l'individu qui en est la cause. L'erreur d'attribution fondamentale a été prouvée pour la première fois par les psychologues américains Jones et Harris en 1967. Ils ont mis sur pied une étude dans laquelle ils ont demandé aux participants de lire un texte, une dissertation, qui avait été écrite par un étudiant. C'était une dissertation dans laquelle la personne devait exprimer un avis positif ou négatif sur le leader cubain Fidel Castro. Et à certains des participants, on a expliqué que la personne qui avait écrit le texte avait choisi librement sa position. On lui a tout simplement dit « Donne ton avis, est-ce que tu es pour ou contre Fidel Castro ?» et la personne a rédigé son texte. À d'autres participants, on leur a dit « La dissertation que vous allez lire a été rédigée par quelqu'un à qui on a imposé un point de vue. » On a tiré à pile ou face. Si c'était pile, par exemple, on lui a dit d'écrire une dissertation où il défend Castro. Si c'était face, on lui a dit d'écrire une dissertation dans laquelle il critiquait Fidel Castro. Ensuite, une fois qu'ils avaient fini de lire le texte, on a demandé aux participants « À votre avis, quelle est l'opinion de l'auteur? Qu'est-ce que la personne qui a écrit le texte pense vraiment de Castro ?» Jones et Harris se sont dit forcément, ceux à qui on a dit que l'étudiant qui a rédigé le texte a librement choisi sa position vont dire que la position c'est la même que celle qui est rédigée. Si la personne a écrit un texte positif en soutien à Fidel Castro, c'est qu'il soutient Fidel Castro. Si la personne a écrit un texte négatif, c'est qu'elle ne soutient pas Fidel Castro parce qu'ils ont tout simplement exprimé leur propre opinion. Par contre, ceux à qui on a dit la personne qui a écrit le texte n'a pas eu le choix, on lui a imposé une position à défendre, diront probablement « Je ne sais pas quelle est la véritable opinion de la personne, on lui a imposé un truc à écrire, c'est difficile de savoir ce que la personne pense réellement, n'est-ce pas ?» Mais les deux chercheurs ont été étonnés de réaliser que même lorsqu'on avait expliqué aux participants que l'élève n'avait pas eu d'autre choix que de défendre une position qu'on lui avait imposée, les participants croyaient malgré tout qu'au fond, c'était la véritable opinion de l'élève.
Si la personne avait été forcée de soutenir Castro dans sa dissertation, il se disait que la personne était sans doute pro-Castro en vérité. Et si la personne avait été forcée de critiquer Castro, il se disait qu'au fond, la personne était vraiment contre Castro. Les chercheurs ont par la suite changé les sujets de dissertation pour voir s'il y aurait une différence. Par exemple, ils ont choisi des sujets comme la peine de mort, l'avortement, la légalisation des drogues, etc. Et les résultats sont restés essentiellement les mêmes. Les participants n'arrivaient pas à se dire que c'était tout simplement les circonstances qui expliquaient pourquoi l'étudiant avait défendu telle ou telle position. Ils ne pouvaient pas se dire simplement on le lui a imposé, c'est tout. Ça n'a rien à voir avec son point de vue. Il ne pouvait pas s'empêcher de faire une attribution dispositionnelle en pensant que, au fond, c'était la position réelle de l'étudiant. D'autres études iront même jusqu'à donner aux participants le choix d'imposer à un étudiant une position à argumenter. Et même là, alors que c'était eux-mêmes qui avaient imposé le sujet et l'opinion que l'autre devait rédiger, ils commettaient l'erreur fondamentale d'attribution et pensaient que malgré tout, c'était au fond le vrai point de vue de l'autre. En gros, on se dit que lorsqu'une personne agit d'une certaine façon, c'est forcément le reflet de qui elle est. Et c'est d'autant plus amusant qu'on fait du deux poids deux mesures. Lorsque c'est nous ou quelqu'un qu'on connaît bien ou quelqu'un qu'on aime bien, tout d'un coup, on est beaucoup plus conscient que le contexte a un effet. Si nous-mêmes, on est l'agent de l'administration, par exemple, qui n'a pas répondu au bonjour du client, on ne va pas expliquer notre comportement en disant « c'est parce que je suis impoli et que je manque de professionnalisme ». On va dire plus facilement « oui, mais ok, mais j'étais stressé, j'avais beaucoup de choses en tête, il y a quelque chose qui m'avait énervé, j'étais tendu, j'ai pas bien entendu ». Mais pourquoi est-ce qu'on fait l'erreur fondamentale d'attribution ? Il y a ce que les psychologues appellent le biais acteur-observateur. Lorsque c'est mon propre comportement, je suis l'acteur et j'ai plus d'informations sur ce qui me motive, sur ce qui me pousse à agir d'une manière ou d'une autre, je vois un peu plus l'effet de la situation. Lorsque c'est quelqu'un d'autre, je n'ai pas toute l'information, donc je me rabats sur la personnalité comme explication. Surtout qu'il faut savoir que votre cerveau reçoit constamment tout un lot d'informations au travers des 5 sens qu'il doit analyser et traiter le plus rapidement possible. Donc, il va vouloir faire des conclusions qui lui simplifient la tâche. Le cerveau identifie le comportement de quelqu'un et fait automatiquement un lien avec un trait de caractère. Tu as volé, tu es voleur. Normalement, la deuxième étape, c'est de regarder la situation pour voir comment le contexte joue un rôle. Mais ça demande au cerveau de faire un peu plus d'efforts et d'investir de l'énergie qu'il n'a ni le temps ni l'envie de gaspiller. Au final, on pense à tort que le comportement d'un individu révèle forcément quelque chose sur sa personnalité. Et c'est une erreur qui a des conséquences lourdes pour l'individu, mais aussi pour la société. Déjà parce qu'on peut former une impression négative de quelqu'un alors qu'on l'a surpris dans un mauvais jour. Et après, on préfère rester loin de la personne et on se prive au final de quelqu'un qui aurait pu nous apporter quelque chose de positif dans notre vie. Lorsqu'on parlera d'amour, on verra que la tendance à faire l'erreur fondamentale d'attribution est un prédicteur du divorce. De même, on peut former une impression positive de quelqu'un sur la base de rien du tout. Beaucoup, par exemple, pensent que les acteurs sont similaires aux personnages qu'ils jouent, raison pour laquelle ils sont généralement choqués et ont du mal à croire lorsqu'un scandale sexuel ou financier éclate autour de leur célébrité préférée. Ensuite, l'erreur fondamentale d'attribution nourrit les préjugés, le racisme, le sexisme et plusieurs autres formes de discrimination et influence les décisions qui en découlent. Par exemple, lorsque vous voyez quelqu'un qui est sans abri, est-ce que vous vous dites cette personne est sans abri parce qu'elle est paresseuse et qu'elle ne veut pas travailler, ou qu'elle a certainement eu une série de malchances et de malheurs qui l'a poussée à la rue. Vous pouvez même croire que les deux options sont vraies, mais si l'une de ces deux attributions a plus de poids, ça va influencer votre empathie, ça va influencer votre envie d'aider, ça va influencer les programmes sociaux que vous soutenez et même comment vous votez. Lorsqu'on commet l'erreur fondamentale d'attribution, on blâme l'individu ou on blâme la victime et on est aveugle aux conditions sociales qui sont défavorables. Un manager, par exemple, peut mal juger un employé et garder une mauvaise impression de sa performance alors que c'est l'environnement de l'entreprise qui est à revoir. Beaucoup aussi acceptent de croire que l'Afrique ne se développe pas parce que les Africains sont incapables de prendre soin d'eux-mêmes et ils ne réalisent pas qu'il y a toute une histoire de pillage, de déstabilisation et d'infantilisation systématique de l'Afrique. Donc, c'est quoi la leçon? On dit souvent « ne jugez pas les autres ». Oui, enfin, c'est pas possible de ne jamais juger, mais c'est surtout qu'il ne faut pas juger trop vite et il faut se rappeler que notre jugement n'est pas fiable. On ne peut pas se baser sur une miette d'informations pour déduire toute la personnalité d'un individu qu'on ne connaît même pas. On fait tous l'erreur fondamentale d'attribution. C'est un phénomène universel, même si les gens qui vivent dans les sociétés collectivistes ont moins tendance à faire cette erreur que ceux qui évoluent dans des cultures individualistes. Parce que dans les sociétés collectivistes, on sait qu'il y a des rôles qu'on doit assumer en fonction de certains contextes. C'est impossible de ne jamais faire l'erreur d'attribution fondamentale, mais il y a moyen quand même de réduire la probabilité qu'on fasse cette erreur.
Déjà, il faut avoir de l'empathie. Il faut savoir se mettre à la place de l'autre. Il faut ensuite faire un effort conscient de comprendre l'importance du contexte. Il faut tout faire pour rester objectif et se dire qu'il peut y avoir plusieurs explications derrière ce qu'on observe. Donc, rester ouvert. Il faut aussi savoir se baser sur les faits et s'arrêter là. Ne pas toujours assumer le négatif, mais chercher aussi à voir le positif. Et surtout, rappelons-nous que nous-mêmes, on aimerait que les autres nous accordent le bénéfice du doute. Dans les prochaines vidéos, on parlera de plusieurs autres erreurs de jugement. Certaines sont d'ailleurs liées à l'erreur d'attribution fondamentale. Mais en attendant, je vais vous laisser avec ce petit casse-tête. Lorsqu'on décide de rompre avec quelqu'un et qu'on lui dit « c'est pas toi le problème, c'est moi », quel est le type d'attribution que l'on fait? Alors voilà, c'était tout pour la Minute Afropsychologie aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, merci de vous abonner, de like et de partager. Vous pouvez retrouver la Minute Afropsychologie sur Facebook, YouTube et Instagram. Entre-temps, je vous retrouve très bientôt pour parler psychologie.